Comment trouver les bons locataires rapidement? Alors Dominique, pourrais-tu nous dire comment définir le bon locataire? Alors traditionnellement, quand on entend les propriétaires, le bon locataire, c'est celui qui paye son loyer. Ok, le locataire qui paye son loyer, c'est la base. Pour moi, ça rentre même pas en ligne de compte dans la réflexion. Le locataire paye son loyer, c'est pas négociable. Parce que s'il y a des locataires qui payent pas leur loyer, c'est pas des locataires. Donc, il y a d'autres critères qui entrent en jeu. Le bon locataire, déjà, quand on le rencontre, ça permet d'apprécier la personne, mais on est soumis à nos préjugés, on sait pas du tout comment les personnes vont se comporter dans un immeuble. Dans un immeuble dont on est propriétaire ou dans un immeuble où il y a d'autres propriétaires, parce qu'un locataire peut créer des nuisances. Le locataire, ce qui est le plus important par rapport aux règles de bon voisinage, c'est qu'il respecte le voisinage. Il y a des locataires qui étendent leur linge dans les parties communes, qui mettent leur vélo dans les parties communes, qui salissent, qui font du bruit, alors que, mais même s'il y a un règlement de copropriété, encore faut-il le faire respecter. Il y a des locataires qui, une fois qu'ils sont installés, ils payent très bien leur loyer. On dit non, mais t'as pas de problème avec lui, il paye son loyer. Oui, mais il paye son loyer, mais il fait fuir tous les autres locataires. J'ai le cas d'un ami qui a un locataire qui vide son immeuble parce que systématiquement, quand il y a des nouveaux locataires, il leur glisse des pots de banane, il les enquiquine pour un nom, il les infecte avec eux, et du coup, il a tout l'immeuble pour lui. Et pourtant, il paye son loyer. Donc, il y a une procédure d'expulsion qui a été engagée avec des témoignages à l'appui, ça aussi, et pourtant, le locataire paye son loyer. Donc, c'est vraiment un point qui est important. Le bon locataire, c'est le locataire qui va avoir un comportement, on va pas dire exemplaire, mais qui va avoir un comportement respectueux parce qu'il habite dans un immeuble avec d'autres propriétaires. Maintenant, il y a également la notion du prix qui peut déterminer le bon locataire. Si je trouve pas le bon locataire, je me dis bon, peut-être que j'ai demandé un prix trop élevé. Si j'ai demandé un prix trop élevé, j'aurai pas les candidatures qui me conviennent, ou j'aurai pas de candidature du tout. Et donc la tentation est de dire je vais baisser le prix de mon loyer et du coup je vais avoir plein de candidatures, mais ça sera plus la même qualité de locataire. Encore que je refuse de considérer que les gens qui gagnent beaucoup d'argent se comportent correctement, les gens qui en gagnent peu se comportent pas correctement. C'est pas ça du tout. Il y a des gens qui ont des revenus très confortables, qui se comportent vraiment de façon exécrable dans un immeuble. Donc c'est pas parce qu'on baisse le loyer et qu'on touche une classe plus populaire qu'on va avoir des plus mauvais comportements. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas les mêmes locataires. Ok. Et du coup, par rapport à tout ça, tu as des garanties, je suppose, pour se prémunir d'éventuelles problématiques avec les locataires? Alors déjà, c'est comment définir le bon prix de loyer. Ce qui est important, c'est de regarder comment se comportent les autres propriétaires et comment, à la limite même dans un autre immeuble, un propriétaire se positionne en termes de prix. Il n'est pas du tout exclu d'appeler le copropriétaire dans un immeuble en disant écoutez, j'ai vu que vous louez votre appartement, est-ce que je peux le visiter pour savoir, pour pouvoir me placer moi par rapport à vous? Parce que dans un même immeuble, deux appartements de même surface peuvent se louer à des tarifs différents. Parce que ne serait-ce que le confort et la déco qui changent. Dans un, il va y avoir un chauffage au gaz, dans l'autre, il va y avoir un chauffage électrique. Un sera bien isolé, aura des fenêtres neuves, l'autre pas. Donc tout ça, c'est des critères à prendre en compte. Mais le prix du loyer n'est pas un prix venu de nulle part, c'est vraiment un prix par comparaison. Donc c'est bien regarder comment ça se passe dans l'immeuble s'il y a d'autres logements à louer. Et moi, je n'hésite pas, quand j'ai des logements à louer et qu'il y en a deux dans le même immeuble, à contacter les propriétaires en disant écoutez, on est copropriétaires dans le même immeuble. On peut même se faire la courte échelle parce que moi, je peux avoir des demandes et vous les envoyer. Vous pouvez avoir des demandes et me les envoyer. Donc, c'est-à-dire qu'en étant solidaire, évidemment, on est plus fort que si c'est du chacun pour soi. Le propriétaire qui dit « moi, je veux louer, je m'en fous des autres », non. On a tous intérêt à ce que dans le même immeuble, tous les appartements soient bien loués à des locataires qui ont un comportement respectueux. Donc, pour le prix, je peux aussi regarder sur Le Bon Coin, voir dans la ville qu'est-ce qui est alloué et à quel prix, avec quelle prestation. C'est vraiment important de bien se positionner parce que sinon on ne louera pas. Et si on n'est pas assez cher, c'est pareil, on va avoir trop de demandes qui ne seront pas forcément qualitatives. Et j'ai aussi des propriétaires qui disent « je demande volontairement un loyer plus bas que la moyenne du marché, comme ça mes locataires restent plus longtemps ». Pas forcément. Pas forcément parce que la raison qui fait que les locataires sortent, c'est pas que le loyer est trop cher. S'ils ont les critères qui sont réunis pour pouvoir y entrer, ils y restent. La raison pour laquelle les locataires sortent, c'est que soit ils sont célibataires, ils se mettent en couple,
ils ont besoin d'un appartement plus grand, soit ils sont en couple, ils se séparent, et donc c'est les raisons, ou alors ils perdent leur boulot. C'est pour ça que les locataires s'en vont, ou ils ont un enfant. C'est les raisons pour lesquelles les locataires s'en vont. C'est pas la question du prix du loyer. Donc le fait de dire je demande un loyer plus bas pour garder les locataires plus longtemps, c'est pour moi du pipeau absolu. Ok. Alors, tu disais juste avant que par rapport au prix du marché, etc., en termes de tarification ou autre, il y avait également les prestations qui rentraient en compte. Donc, est-ce que tu penses qu'il faut forcément faire des travaux pour que tu aies une annonce attrayante ? Pour moi, et pour l'avoir testé en tant que locataire et en tant que propriétaire, un logement qui est refait à neuf est forcément plus attrayant et il y a vraiment une prime de 10% ou 15%, voire 20% au niveau du loyer. C'est-à-dire que un logement qu'on pourrait louer 500 €, pas tout à fait neuf, s'il est refait complètement à neuf, qu'il n'a pas encore été occupé depuis la rénovation, on peut le louer 600 € parce qu'il va y avoir des prestations toutes neuves et il y a beaucoup de locataires qui viennent. Il ne faut pas attendre des locataires qui fassent des travaux. La plupart du temps, ils s'en fichent. Ils disent « je suis pas chez moi, je ne veux pas investir et faire des travaux ». Donc, le locataire doit maintenir l'appartement en bon état, mais il n'est pas obligé de dire « je le repeins ». Il le prend tel qu'il est, il doit le rendre tel qu'il l'a pris. Donc, le fait de faire des travaux, pour moi, c'est primordial. C'est d'avoir toujours un appartement en état neuf quand les locataires rentrent. Donc, évidemment, au départ, si j'achète un appartement qui est vieux, je veux faire des travaux pour l'améliorer et pour le rendre neuf. Mais entre chaque locataire, je n'hésite pas à faire repasser un coup de peinture. Oui, c'est pas moi qui le passe, donc je le fais faire. Un coup de peinture, reboucher les trous, parce que même si les locataires le remettent en état, il se dégrade quand même petit à petit à l'état d'usage aussi. Je n'hésite pas à changer les fenêtres pour avoir des fenêtres neuves. C'est des prestations qui me paraissent importantes, sachant qu'en plus, il y a la note énergétique qui est déterminante aujourd'hui en faveur du propriétaire, parce que si dû au passoire énergétique, on a une note énergétique qui est maximum de D, on sait qu'on va pouvoir louer sans problème et revaloriser les loyers à date anniversaire. En E, en 2028, ça sera plus le cas. En F et en G, c'est déjà plus le cas. Si on a une passoire énergétique qui est en classe énergétique F, on n'a plus le droit de revaloriser les loyers à la date anniversaire du contrat de bail. Donc, pour moi, les travaux, ça fait partie de la prestation qui est à la charge du propriétaire. Alors, bien sûr, ça vient amputer la rentabilité. Ça vient amputer le rendement, parce que si chaque année j'encaisse 500 € par mois de loyer, j'ai pour 500 € par mois, et j'ai pour 500 € une fois de travaux, évidemment, ça ne sera pas du rendement. Mais par contre, ça sera de la rentabilité, parce que à terme, je vais avoir un appartement qui va rester toujours en parfait état, toujours quasiment neuf, et le jour où je le revends, et si je l'ai entretenu régulièrement, si j'ai fait des travaux régulièrement, le jour où je le revends, j'ai pas de travaux à faire. Parce que si j'achète un appartement et que je mets un locataire et que pendant 20 ans, je ne fais pas de travaux, le jour où je le revends, comme mon crédit est payé, si je décide de le revendre, j'ai un appartement qui est usé parce qu'il a 20 ans. Et là, je vais devoir faire des travaux ou alors le revendre avec une décote parce qu'il ne sera plus du tout au goût du jour. Donc tu nous expliques qu'il est souvent envisageable d'effectuer des travaux pour avoir quelque chose d'attrayant, avoir des bonnes prestations. Maintenant, si tu devais mettre ton appartement du coup sur le bon coin pour trouver justement des candidatures ou autres de futurs locataires, comment tu t'y prendrais justement en termes de photos pour que ce soit attrayant et en termes de texte, d'annonce, pour que tu aies vraiment quelque chose qui donne envie à ton futur locataire de venir chez toi? Alors là, on touche vraiment du doigt le point principal, parce que évidemment, il faut avoir un appartement qui offre tout le confort nécessaire. Ça, je dirais, c'est même pas une question, c'est même pas négociable. Ça, c'est la base. Mais je vois énormément de propriétaires qui mettent des annonces avec des photos pourries. Photos pourries. Je me demande avec quel type d'appareil ils font ces photos pour avoir des photos aussi pourries. On a l'impression qu'ils ont un Nokia, et les Nokia étaient très bien. C'était les premiers téléphones à faire des photos en 1990, mais c'était vraiment tout moche. Ils font des photos floues. Ou alors, des fois, on a l'impression qu'ils ont mis vraiment une pellicule de gras sur l'objectif, où c'est vraiment dégueulasse, des photos moches, et ça donne pas envie. Une belle photo donne envie. Donc une belle photo avec un smartphone récent, ils font tous des bonnes photos. Donc il n'y a pas d'excuse. La plupart des gens ont à cœur d'avoir le smartphone dernier cri. Il n'y a pas d'excuse pour faire des vilaines photos. Et ils sont obligés de faire des bonnes photos. Sauf que il y a des questions de cadrage. Ils se mettent au milieu de la pièce. Il faut se mettre dans l'angle de la pièce pour avoir un maximum, en grand angle, pour avoir un maximum de la pièce. Il ne faut pas faire des photos à contre-jour, parce qu'on va voir ou tout cramé, ou tout va être blanc, ou alors par contraste, la pièce va être sombre. Les photos, si on les fait à la lumière artificielle parce qu'il fait nuit, ça n'aura pas le même rendu qu'un appartement qui va être photographié de jour. Donc il y a
un certain nombre de petites astuces, qui ne sont même pas des règles, mais pour présenter son appartement sous le plus beau jour pour qu'il soit attrayant. Parce que comme pour l'achat, un appartement qui a des moches photos, il est dévalorisé et les locataires ne seront pas attirés. Il y a parfois des appartements qui sont difficiles à photographier parce que ce sont des petites pièces. Il faut que ça soit éclairé, il faut que ça soit propre. Parce que sur les photos, on voit quand c'est sale. Sur les photos, on voit quand c'est encore meublé, si c'est mal rangé et si c'est sale. On n'a pas besoin d'avoir du meuble design ou du mobilier de goût si c'est meublé, mais il faut que ça soit rangé pour que le locataire puisse se projeter. Donc les photos, c'est capital. L'importance des photos est vraiment déterminante parce que la première chose qu'on voit, c'est les photos. Alors évidemment, le prix du loyer, et quand on voit les photos, on se dit à ce prix-là, mais je ne louerai jamais, alors que peut-être que l'appartement est très bien, mais il a été mal photographié. Et ça, c'est une grave erreur, et c'est vraiment dramatique. Après la photo, il y a évidemment le texte. Le texte a également son importance. Il faut mettre toutes les informations, mais pas plus. C'est-à-dire que dans les informations, c'est la surface, le nombre de pièces, les commodités, donc si c'est une salle de bain ou une salle d'eau, donc salle d'eau avec douche, salle de bain c'est avec baignoire, si la cuisine est équipée, qu'est-ce qui rentre dans l'équipement, est-ce qu'il y a un four, est-ce qu'il y a une hotte, est-ce qu'il y a un réfrigérateur ou pas, que ça soit le plus détaillé possible. Dans la plupart des cas, les gens ne lisent pas l'annonce, donc ils vont appeler et poser les questions. Mais qui est au moins le minimum, parce que pour ceux qui lisent l'annonce, qui est le minimum. Par contre, pourquoi la plupart des gens ne lisent pas l'annonce? C'est que souvent, il y a un blabla qui ne sert à rien comme du ça, tout dans le quartier, avec sublime, au bord d'un parc dans lequel vous vous serez ravis de vous promener lors des beaux jours. Mais ils s'en fichent. On se projette à la place du locataire dont on ne connaît pas les critères. Donc c'est vraiment important d'être factuel, surtout dans la location, de mettre la description de l'appartement et pas un mot de trop. Tout le reste, c'est du blabla, et donc s'il y a trop de texte, on ne le lit pas. Et donc l'information, on ne la trouve pas. C'est surtout qu'on ne sait pas où la trouver. Donc factuel, tiré à la ligne, nombre de pièces, tiré à la ligne surface, tiré à la ligne diagnostic énergétique. Le texte est primordial parce qu'il faut qu'on puisse trouver l'information du premier coup et sans la noyer. Et aussi préciser si c'est un loyer annoncé avec charge ou hors charge. Sur Le Bon Coin nous demande d'indiquer dans le titre de l'annonce le loyer charge comprise. Souvent, il y a les propriétaires qui oublient que c'est écrit charge comprise, ils mettent hors charge. S'il y a une incompréhension entre l'annonce et la réalité, forcément, on va perdre des locataires. Et le texte est d'autant plus important que comme les gens ne le lisent pas, il ne faut pas qu'ils se perdent à chercher l'information. Ok, alors je vais juste du coup en tirer une conclusion là-dessus et faire un petit lien avec la location saisonnière par rapport aux photos justement. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que vous avez beau avoir le plus beau bien du monde, si vous ne le mettez pas en valeur, personne ne connaît la capacité et la vraie valeur de votre bien. Si vous avez un beau billard ou que vous avez une belle cheminée dans votre maison, il faut la mettre en valeur. Ne prenez pas juste la vue demi-cadrée de l'extérieur qui donne la vue sur la place de parking alors que vous avez un jardin magnifique juste derrière. C'est quelque chose de logique, mais il y a quand même pas mal de gens qui négligent cet aspect-là parce que dans leur état d'esprit, et ils ont raison, leur bien est magnifique, mais il faut vraiment savoir le mettre en valeur. Et encore une fois, si vous ne mettez pas en valeur, les gens ne peuvent pas savoir quels sont les atouts principaux ou principaux plutôt de votre logement. Et je vais terminer avec ça, vraiment. Arrêtez de mettre les photos des toilettes, ça ne sert à rien.